Bonjour à tous mes chers amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Une histoire que j'ai trouvée absolument extraordinaire et que j'ai très envie de partager avec vous. Cette histoire se passe en 2012, nous sommes en Ukraine dans une ville qui s'appelle Emlinsky. Il y a là-bas un Rav, Shaliach Chabad, qui s'appelle le Rav Feingold. Le Rav Feingold a pour mission, comme tous les Shlichei Chabad de par le monde, de s'occuper d'apporter les tefilines aux gens qui ne mettent pas les tefilines tous les jours, de fournir des repas cachers, voilà, il a vraiment cette mission qu'ont tous les Shlichei Chabad dans le monde, de rapprocher au maximum les Juifs de la Torah. Seulement en Ukraine, comme on sait, il y a énormément de Juifs qui vivent dans des petits villages, dans des petites villes avoisinantes, ils sont complètement isolés. Et donc le Rav a un travail doublement difficile, c'est d'aller à la rencontre de tous ces gens-là au jour le jour. Et voilà le Rav Feingold qui est assis un jour chez lui à son bureau tranquillement, et il reçoit un coup de fil d'un juif d'une ville voisine qui s'appelle Netishin. Et dans cette ville de Netishin, cette personne lui raconte qu'ils sont en train de construire un nouveau centre commercial. Et dans le cadre des travaux des fondations de ce futur centre commercial, ils se sont rendus compte qu'ils ont trouvé des ossements. Et il dit au Rav, ces ossements sont sûrement des ossements juifs, puisque nous savons qu'ici, comme dans beaucoup d'endroits en Ukraine, il y a eu des massacres à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Et on sait qu'il y a plusieurs fosses communes, et l'endroit où il prévoit de construire ce futur centre commercial, nous savons que là-bas, des juifs ont été assassinés, donc ces ossements sont sûrement des ossements juifs. Rav, aidez-nous, faites quelque chose, activez votre réseau, je ne sais pas, mais il faut que vous trouviez une solution pour que ces ossements ne soient pas détruits par les autorités locales, qui elles prévoient de les prendre. Donc ils ont déjà commencé à ramasser tout ça dans des sacs, et ça va être détruit, et il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Le Rav raccroche, et il commence à passer des coups de fil. Il appelle ses amis au niveau de la région, le maire qui le mettent en contact avec le maire de la ville de Netishin. Il arrive à parler avec le maire et à force d'âpres négociations, il arrive à obtenir un délai de 24 heures pour que ces ossements ne soient pas détruits. 24 heures, il faut savoir que c'est très très court. Il aurait eu besoin d'avoir plusieurs semaines pour pouvoir peut-être trouver une solution. Mais voilà le Rav qui appelle en Israël un organisme qui s'appelle Atara Kadisha, qui est spécialisé depuis la création de l'État d'Israël pour aller à travers le monde justement sauver les ossements des Juifs qui auraient pu être, qui risquent d'être abandonnés ou qui risquent d'être détruits, et qui donc s'occupe de ça. Il y a un Rav là-bas qui s'appelle le Rav Kalmanovitz qui lui dit, écoute, je prends le premier avion pour Kiev, tu viens me chercher à l'aéroport, on va directement sur place et on va essayer de voir ce qu'on peut faire en 24 heures. Il prend le premier avion, quelques heures après, donc le Rav Feingold va chercher le Rav Kalmanovitz à l'aéroport, il se dirige vers la ville de Netishin, il parle avec le maire, il tombe d'accord pour avoir encore un petit délai de quelques heures, et il commence à travailler d'arrache-pied pour effectivement donc, valider bien sûr que c'était bien des ossements juifs, pour trouver un autre endroit où il pourrait, avec beaucoup de respect, enterrer ces ossements, et enfin pouvoir continuer. Au début, la police, parce que c'est géré au niveau de la police, n'était pas d'accord du tout, il a fallu faire intervenir le maire bref, ça a été toute une histoire, mais en 24 heures, il raconte qu'en un peu plus de 24 heures, ils ont réussi à transférer tous les ossements dans un nouvel emplacement que le maire leur a mis à leur disposition. Ils ont pu enterrer ça avec beaucoup de respect, faire couler une chape de béton, mettre même une petite plaque commémorative qui expliquerait donc justement qu'à cet endroit-là sont enterrés des ossements. Et voilà, mission accomplie. Ils sont très heureux d'avoir pu rendre un kavod important à ces ossements qui avaient été de juifs qui avaient été assassinés pendant la guerre. Et le Rav raccompagne le Rav Kalmanovitz à l'aéroport, le Rav Kalmanovitz rentre en Israël, le Rav Feingold de la ville rentre dans sa ville à Emlinsky, et le jeudi qui suit, donc là on était en début de semaine quand tout ça s'est passé, le jeudi qui suit, le Rav reçoit un appel de ce même juif qu'il avait appelé au début en lui disant, vous savez, ça a fait énormément de bruit, tout ce que vous avez réussi à faire en 24 heures, il y a beaucoup de juifs qui sont très sensibilisés ici par ce que vous avez fait, est-ce qu'on peut vous demander un grand service, Rav, est-ce que vous pouvez venir passer Shabbat avec nous ? Alors le Rav il lui dit, tu sais, moi j'ai besoin qu'il y ait minyan, qu'il y ait au moins 10 personnes pour que je puisse faire Shabbat. Est-ce qu'il y aura 10 personnes ? Il dit, non, écoutez, vous savez, on est quand même une petite ville, les gens vivent loin, il n'y aura pas 10 personnes, on est 3-4 à pouvoir assurer être là, mais pas plus. Et le Rav il explique que d'habitude, quand il y a 3-4 personnes, il les invite lui dans sa ville, mais il se déplace pas parce que c'est compliqué, d'abord pour ramener la nourriture, etc. Mais là, comme il s'était encore dans le feu de l'action, avec tout ce qui s'était passé la semaine écoulée, etc., il lui dit, écoute, je vais essayer d'organiser un minyan et on va venir passer Shabbat chez vous. Et voilà le Rav qui appelle des petits jeunes étudiants juifs qui étudient pas loin dans une université pas loin de là où il officie, et il leur dit, venez passer Shabbat avec moi dans la ville de Netishin. Il leur explique un petit peu ce qui s'est passé au courant de la semaine.
Ils acceptent avec plaisir et voilà qu'ils arrivent. Le maire, il a encore été sympa, il leur a laissé une grande pièce dans la mairie pour pouvoir faire les tfilotes, pour pouvoir faire les repas, etc. Et ils arrivent avec la nourriture et ils font un Shabbat extraordinaire, un vendredi soir, une Kabbalah de Shabbat magnifique, et des chants et des zmirotes et des divrei Torah, et vraiment un Shabbat extraordinaire. Et le matin, au moment de la tfila, le Rav, il décide il commence à lire la Torah. Donc c'est d'ailleurs le passage qui parle de Yaakov qui a creusé les puits, donc une paracha qu'on a lu il y a pas longtemps. Bref, il fait un parallèle dans son Dvar Torah avec cette paracha et ce qui s'est passé dans la semaine écoulée avec cette nouvelle fosse qui a été creusée pour pouvoir respecter les ossements, etc. Bon, et il remarque dans l'assemblée qu'il y a un local, un monsieur qui est assis là et qui met sa casquette pour pouvoir montrer qu'il est juif et qu'il se couvre la tête. Et puis des fois, il enlève sa casquette pour pouvoir montrer qu'il est surtout pas juif. Et puis, il sent qu'il y a quelque chose de spécial. J'ai un monsieur d'un certain âge, mais il sent qu'il y a quelque chose avec lui. Et il demande à quelqu'un discrètement, il dit, est-ce que ce monsieur là-bas, il est juif? La personne lui dit, écoutez, a priori, on ne sait pas, peut-être, on aurait entendu dire qu'il était circoncis, mais on ne sait pas. En tout cas, il a vraiment pas une vie de juif. Mais en tout cas, il a tenu à être ici présent pour ce Shabbat. Donc, bon, si tu penses qu'il est circoncis, qu'il est juif, il le fait monter à la Torah. Il y a Amod, il s'approche de lui. Comment tu t'appelles? Il dit Vassili. Vassili comment? Vassili ben Moshe. Bon, ben Moshe, il le fait monter à la Torah. Il monte, il est comme ça tremblant, il monte à la Torah, il fait ses brachot. Et puis pendant que la Torah est lue, le Rav il dit dans sa tête, Vassili, c'est quand même pas un nom juif ça. Il y a beaucoup de noms qui, vous savez, par exemple, Igor, des noms comme ça un peu russes qui ont une consonance juive au final. Mais Vassili, ça a vraiment rien de juif. Alors il lui dit, mais tu n'as pas un autre nom? Une fois qu'il a fini de lire la Torah, il lui dit, t'as pas un autre nom? Tu n'as pas un nom juif? Et il lui dit, il commence à trembler, il sent qu'il veut raconter quelque chose, et le Rav lui dit, il lui met la main sur le bras sur l'épaule, il lui dit, raconte-nous ton histoire. Et là, Vassili commence à raconter son histoire. Et il dit, voilà, ça se passe il y a tout juste 70 ans. Nous sommes en 1942. Le soir de Rosh Hashanah, les nazis ont envahi la ville. Nous sommes tous réunis pour suivre les nazis vers une destination inconnue. Il faut comprendre qu'à cette époque, explique Vassili, j'ai 12 ans. Je suis à quelques mois de faire ma bar mitzvah. Mon grand-père, qui est le Rav de la ville, qui s'appelle Rav Azriel, est un homme respecté de tous. C'est lui qui prend vraiment toutes les décisions pour la communauté juive dans la ville de Netishin. Ça se passait ici, cette histoire, à Netishin. Et il faut comprendre que mon grand-père m'a préparé à la bar mitzvah. Il m'a appris ma paracha de bar mitzvah. Il m'a appris comment mettre les tefilines, comment mettre le talit, comment faire la tfila. Il m'a formé vraiment pour cette bar mitzvah qui doit approcher dans quelques semaines. Et voilà que ce soir de Rosh Hashanah, nous sommes tous réunis dans la synagogue à la demande des nazis. Et les nazis nous demandent de les suivre. Donc mon grand-père ouvre le pas, ouvre la marche. Derrière lui, toute notre famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, nos frères et sœurs, mes parents, les amis, les voisins. Nous sommes tous réunis pour aller vers on ne sait où, à la suite des nazis qui nous demandent de les suivre. Donc nous sommes en train de marcher. J'ai la gorge sèche, j'ai 12 ans, j'ai très peur. Et je remarque que les nazis sont aidés par de la police locale. Et parmi ces policiers, il y a un policier que je connais de vue. Et je m'approche discrètement de lui et je lui demande, est-ce que tu as pas un petit peu d'eau? J'ai très soif. Et on ne sait pas comment, mais il a eu un petit moment de bonté. Et il m'a donné sa bouteille d'eau, sa gourde. J'ai bu jusqu'à plus soif. J'en pouvais plus, j'avais vraiment très soif. J'ai fini tout. J'ai bu une grande quantité d'eau. Et là, on continue à marcher. On arrive dans un champ. Et nous sommes tous alignés le long d'une colline. Et vu que j'ai bu beaucoup d'eau, je ressens le besoin pressant d'aller aux toilettes. Il n'y a pas d'endroit où s'isoler. Donc je vais voir le même policier. Je lui dis, écoute, regarde, est-ce que tu peux me laisser juste 2 minutes m'éloigner un petit peu pour aller... Et avec beaucoup de chance, il m'autorise à m'éloigner pour pouvoir me soulager. Et arrivé dans cet endroit, derrière un buisson, au moment où j'y arrive, où je suis caché derrière ce buisson pour faire mes besoins, là j'entends des hurlements, des cris. Et je comprends que toutes les personnes... Toutes les juifs de notre village sont en train de se faire assassiner froidement par Imar Shemam, par les nazis. Et je vois toute ma famille mourir. Je vois mon grand-père, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, tous en train de tomber sous les balles des nazis. Et à la va-vite, tous les nazis qui recouvrent ça avec de la terre qu'ils avaient creusée un petit peu avant. Et ils racontent qu'ils sont tous partis, que lui, il est resté caché pendant 3 jours derrière ce buisson de peur d'être découvert. Et
ils l'ont oublié, en tout cas ils n'ont pas vu, ou peut-être que ce policier a fait semblant de ne pas voir, peu importe, en tout cas il a eu la vie sauve. Et il raconte avec détail que je vous passerai ici, la douleur, le sang, etc. Enfin c'était horrible. Et il raconte qu'il a été ensuite chez un ami goy qui était de sa ville, donc à Netishin. Il est rentré à Netishin au risque d'être attrapé à nouveau. Il tape à la porte, ce goy lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? On pensait que tous les juifs avaient été assassinés. » Il lui explique, il lui dit « Regarde, il l'a caché dans sa cave. » Et vraiment, une fois par semaine, il avait le droit de sortir la nuit pour respirer un peu d'air pur. Et tous les jours, il lui ramenait un petit peu d'eau, un petit peu à manger. Et il lui a dit surtout, maintenant tu ne t'appelles plus Azriel, maintenant tu t'appelles Vassili. Et il leur dit oui, parce que j'ai effectivement un deuxième nom. Je m'appelle Azriel, du nom de mon grand-père. Mais on m'a toujours demandé de m'appeler Vassili depuis l'âge de 12 ans. Et pour moi, Azriel, il a été assassiné ce soir de Rosh Hashanah de mes 12 ans. Et c'est Vassili qui a pris le relais. Et depuis, je n'ai plus rien fait au niveau de la Torah. Je n'ai absolument rien fait. Et là, un silence s'abat dans la communauté. Et il y a un des étudiants qui était venu pour passer le Shabbat qui dit « Mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer là ? Est-ce que vous vous rendez compte, Vassili, que vous êtes en train de fêter aujourd'hui votre bar mitzvah que vous n'avez pas pu fêter il y a 70 ans ? Regardez comment Hachem fait les choses. Vous vous rendez compte ? » Il lui dit « Il y a quelques jours, dans les ossements qu'on a pris, on a sorti les ossements de votre grand-père et on les a réenterrés dans les règles de la halacha. Et votre grand-père, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a demandé, j'avais lancé une mission il y a 70 ans avant d'être assassiné. J'avais commencé à former mon petit-fils pour la bar mitzvah. Et ben voilà, il est arrivé au ciel, et la première chose qu'il a demandé, après avoir été enterré dans les règles de la halacha, c'est que son petit-fils puisse faire sa bar mitzvah. Alors c'est vrai, c'est 70 ans après, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire votre bar mitzvah aujourd'hui ? Et le Rav Feingold, qui d'habitude rentrait toujours au Motsei Shabbat, quand il allait passer les Shabbatot dans les villes avoisinantes, a décidé de rester ce samedi soir-là dans la ville. Et le dimanche matin, ils ont fait une cérémonie de mise des tefilines. Pour la première fois, Vassili, Azriel, mettait les tefilines avec toute cette communauté, tous ces jeunes qui lui chantaient autour. Et lui, avec des pleurs et une émotion immense, il embrassait cette tefilines. Et après la tefila, ils se sont tous rendus à la fosse commune. Et Azriel a fait Kaddish pour son grand-père, Azriel. Donc voilà comment Akadosh Baruch Hu dirige absolument tout, et voilà comment 70 ans après, Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié Azriel et lui a permis de fêter sa bar mitzvah. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous soyons toujours suivis par lui et que nous le suivions toujours pour que nous ayons autour de nous que des brachot. Amen, Ken Yeratzon. À bientôt mes amis.